Oui, le MAS Berlia, donc, ce document a été envoyé. Le projet concernant la session du MAS Berlia a été présenté au conseil d'administration du 16 mars dernier et a été approuvé. Mais bien logiquement, ça passe ensuite devant l'Assemblée générale. J'en rappelle la photo simplement. Alors, un rapide historique, hein, c'est un résumé, vous avez plus de détails dans le document. Et je remercie Claude Nivoche, d'ailleurs, qui œuvre pour le MAS Berlia depuis assez longtemps, pour avoir travaillé. On a travaillé ensemble. On a travaillé ensemble sur ce sujet. Oui, oui, absolument, comme nous tous. Voilà, simplement, je voudrais rappeler que ce MAS a été donné suivant la volonté d'un de nos camarades, hein, qui était Joseph Berlia, qui était d'Aix, alors je ne dis pas 197, hein, parce que c'était 1897, qui avait acquis ce bien en 1928 et qui a très vite émis le souhait de le léguer à la SOS. Lui-même est décédé et c'est son épouse qui a mis cela en œuvre en effectuant cette donation, vous le voyez, en 1945. L'objectif à l'époque, c'était d'en faire une maison de retraite pour les Gazards. Voilà. Dans la pratique, cette maison était occupée quand elle a été donnée. Et donc, on n'en a pas eu la pleine jouissance, d'une certaine façon. Et c'est en 1958 qu'il y a, alors on n'a pas la trace écrite formelle, mais Madame Berlia avait autorisé le changement de destination pour passer d'une maison de retraite à une maison de repos. Pourquoi ? Parce que les maisons de retraite, ce n'était pas la SOS de l'époque d'envisager de mettre en place des systèmes de maisons de retraite, puisque les dispositifs de protection sociale s'étaient développés. Et je pense que même les normes dans ce domaine auraient compliqué sérieusement la vie. Et en fait, on a eu la pleine jouissance de cette maison à partir de 1960, puisque le médecin qui l'occupait l'a libérée. Et ce qui est à noter, c'est qu'à l'époque, ça a été aussi l'année du décès de Madame Berlia. Il faut noter qu'à l'époque, le comité avait délibéré pour la cession de cette maison, la vente de cette maison. Voilà. Donc on pourrait dire la décision a été prise, sauf qu'elle date un petit peu, hein, vous le comprendrez bien. Et donc il y a eu dans les années 60, malgré tout, malgré cette décision, ce projet de vente, la réalisation de travaux d'aménagement pour faire des studios ou des petits appartements comme lieu de vacances. Et puis dans les années 70, des extensions qui ont permis de développer l'offre. Il y a 19 logements. Alors je ne sais plus si c'est 18 ou 19 parce qu'il y a eu des regroupements depuis. Il y a des cloisons qui sont tombées. Mais voilà, 19. Donc il y a eu des travaux réguliers. Donc en fait, ça n'a pas été occupé depuis l'origine par cette activité, mais depuis plutôt les années 70 réellement. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y avait une fréquentation qui était conséquente au début des années 2000, hein, plus de 60% de taux de remplissage, dans la période d'ouverture, hein, qui est en gros de mars à novembre, fin mars. 15 janvier, 15 novembre, enfin il y a des mois voilà, avec des creux certains. Et ce qu'il faut noter, c'est que cette fréquentation de la maison a évolué au cours du temps et a progressivement décru, puisqu'elle est arrivée à 28% en 2017, hein, selon ce que tu m'avais indiqué, Claude. Donc, concernant je dirais le résultat, l'équilibre financier des comptes, bon, j'ai repris depuis 2003, 15 ans, hein, avec les comptes de la SOS. Globalement, c'est une maison qui par moment était équilibrée et par moment était en déficit. Et on voit l'effet de la dégradation du taux de remplissage, c'est que ça c'est en solde déficitaire cumulé. On voit que ça s'est accéléré dans les dernières années. Alors pourquoi ? Notamment parce que la configuration des lieux, même si un certain nombre de nos camarades y sont très attachés, la configuration des lieux ou l'offre technique, si je puis dire, des lieux, ne répondent plus tout à fait aux exigences de gens qui vont aujourd'hui en vacances.
notamment en termes de recherche certes de convivialité, mais quand même d'avoir son coin à soi, ou d'avoir, il y a aussi l'attente d'avoir une piscine, par exemple, dans ce coin-là, puisque la mer, certes, est proche, mais en haute saison, il faut y arriver, y aller, c'est compliqué. Et puis, clairement aussi, il y a une concurrence qui est l'offre du soleil garanti de pays qui sont très proches. Et là, on ne peut pas tout à fait garantir le soleil à les mimosas, malgré les mimosas. Voilà. Pas toujours, voilà. Le changement climatique peut-être fera que, mais voilà. Donc, il y avait eu une enquête qui avait été faite auprès des camarades pour savoir s'ils étaient intéressés. Il y avait eu un certain nombre de réponses, mais avec une attente quand même, en termes d'offres, qui soit plus significative en termes qualitatifs. Ce qui a été étudié alors, justement par Claude et d'autres en 2017, c'était plusieurs scénarios. Un premier ensemble qui était dans les locaux actuels, de les moderniser, les reconfigurer, de les aménager pour les rendre, je dirais, de meilleure qualité en offre technique, sans toutefois pouvoir faire une piscine dans ce premier schéma, puisque le lieu est très encadré en termes de protection vis-à-vis d'un parc arboré auquel on ne peut pas toucher, et puis le plan local d'urbanisme fixe des contraintes. Voilà. Il y a un second ensemble de scénarios je vous en passe les détails, parce que je crois qu'il y en a 6 ou 7, mais qui se situent dans une fourchette de travaux de l'ordre de 5 à 6 millions, et qui prévoit pour le coup de raser les bâtiments et de reconstruire pour avoir une offre de haute qualité, certes très intéressante, si on y est, mais qu'il faut assurer en remplissage. On imagine que 5 à 6 millions d'euros de travaux, j'ai indiqué simplement en dessous, en résumé, les travaux de modernisation, il faut 1,5 million d'euros de travaux pour les amortir. Il faut compter à peu près 100 000 euros d'amortissement par an sur 20 ans, à peu près, avec les taux d'intérêt actuels. Donc il faudrait plus que doubler le taux de remplissage pour avoir déjà une neutralisation de ces dépenses. Et il ne faut pas oublier qu'on fait malgré tout une perte. Donc ça conduirait soit à fortement réviser les tarifs, soit à viser un taux de remplissage sur 20 ans qui serait très ambitieux. Démolir, reconstruire, là, c'est plus le remplissage par des gazards qui viennent en vacances. C'est pas possible. Il faudrait en faire une forme de centre de séminaire, de conférences, etc. Et là, il y a une concurrence en termes d'offres à proximité qui est autre, avec un certain nombre de grandes villes. Et la charge serait financièrement très lourde. Et puis, troisième scénario qui avait été envisagé, c'est la cession du MAS. Il a une valeur certaine. Il y a eu une évaluation faite par deux agents immobiliers en 2017 qui ont donné une fourchette de valeur qui est mentionnée dans le document que vous avez dû voir, qui est de 1,2 million, 1,3 million. Alors, je précise, enfin c'est marqué dans le texte, mais je le redis parce que j'ai eu quelques mails de camarades très attentifs. Certains me disant c'est sous-évalué, ça vaut beaucoup plus cher que ça, etc. Je veux bien les entendre et les croire. Il y a aussi la réalité du marché. Et de toute façon, au moment, s'il y a décision de l'Assemblée générale, au moment où on mettra en vente, on fera réévaluer, hein, bien sûr, et puis ça sera la meilleure enchère. Je précise aussi, parce qu'un des camarades m'a dit, vous envisagez notamment, et je vais le mettre ici, je résume la proposition de délibération qui était dans le texte, hein, qui vous a été diffusé. C'était de décider de la mise en vente du MAS. Alors, je le précise, ça me semblait naturel, mais au plus offrant. Hein, on ne va pas viser le moins offrant. Voilà, parce que... Non, mais si un des camarades a trouvé le temps de m'écrire et de me réécrire 3 mails de suite, c'est que ça mérite d'être précisé, donc je l'ai fait. Et puis, ce qui a été proposé aussi, c'est de dire si des gazards, notamment ceux qui ont fait des séjours qui peuvent y être attachés très naturellement, certains se groupent et décident de présenter une offre, et que cette offre est tout à fait concurrentielle par rapport à l'offre d'un acteur externe, on donnera la préférence aux gazards. Je précise aussi que là, parce que ça me semblait
compréhensible dans le texte, mais un de nos camarades me disait, mais vous pouvez vendre pour 1 euro à un gazard. Non, on donne la préférence au plus offrant pour commencer, et si c'est un gazard à équivalence d'un autre, c'est le gazard, les gazards qui l'emportent, entre guillemets. Voilà. Est-ce que ça ne peut pas se traduire simplement par l'écriture d'une possibilité de préemption? Non, c'est pas une préemption. C'est pas une préemption. C'est parce que la préemption répond à des règles particulières, par exemple dans le domaine agricole. Mais voilà. Alors, le terrain, donc, je le précise, mais j'ai un exemplaire papier, si quelqu'un n'a pas pu l'avoir. Il y a un terrain qui fait à peu près 4600 mètres carrés de mémoire. C'est pris dans une boucle de la route. Il y a une partie arborée qui est un secteur protégé, et donc ça limite l'utilisation. Et le PLU fixe des conditions aussi de construction. Donc il y a un certain nombre de contraintes. Très clairement, l'agent immobilier qui avait été évalué, les agents immobiliers qui avaient évalué le bien en 2017 disaient, compte tenu des bâtiments qui n'ont pas une valeur très intéressante, c'est essentiellement la valeur du terrain. Voilà. Mais s'il y a mieux, ça sera tant mieux. Je peux indiquer qu'il y a un gazard aussi qui a envoyé un mail à notre président pour dire qu'il était prêt à mettre plus. Donc très bien. Voilà. Voilà. Alors, dernier point de précision. Voilà. Un dernier point de précision. Oui, vous pouvez vous grouper en société civile immobilière, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Dernier point de précision. Ce MAS a été légué avec une condition de donation de l'EC qui était la maison de retraite. C'est devenu, mais on n'a pas retrouvé l'acte. C'était peut-être sous seing privé, mais il n'y en a plus de copie. C'était devenu une maison de repos. Et quand c'est légué avec une condition comme celle-là, on ne peut pas, comme on dit, aliéner, c'est-à-dire céder ce bien librement. Le code des associations prévoit que dans ce cas-là, c'est le juge auquel on demande d'être libéré de cette obligation, soit parce que ça ne correspond plus à nos activités, soit parce que ça représente une difficulté pour l'association. On le voit bien par l'aspect financier, on peut le mettre en avant, ça se comprend, et si on voulait faire des travaux, ça représenterait une grosse difficulté financière pour le coup. Voilà. Donc il y a une première étape, bien sûr, qui est le fait que vous exprimiez sur ce projet de cession. C'est la première étape, évidemment, qui initie le process. Deuxième étape, et c'était mentionné dans le projet de délibération, on a demandé au conseil d'administration d'autoriser le président à ester en justice, c'est-à-dire d'aller devant le juge pour demander à être libéré de cette condition. Et une fois que cela sera fait, on fera faire une nouvelle évaluation par plusieurs agents immobiliers du bien pour pouvoir le mettre en vente, en proposer le prix. Et après, ce sera la meilleure enchère là-dessus. Voilà, je vous résume le process qui est prévu. Mais si on décide de mettre en vente, ce n'est pas lundi matin qu'on met en vente. Oui. Pour obtenir une décision de justice, voilà. Il faut un certain temps. Je suppose qu'ils n'attendent pas la Société des anciens élèves pour travailler. Ils ont certainement d'autres dossiers. Donc ça peut prendre quelques mois comme un délai plus long. Au moins 2 ans. Pour étendre le bâtiment, il faut une révision du PLU. Voilà. Et donc, ça n'est pas très simple dans un secteur protégé. C'est pour ça qu'une des solutions pour un acheteur, c'est de raser les bâtiments et de reconstruire autre chose. Et ça joue sur la valeur de cession, obligatoirement. Est-ce que vous avez des questions ? Une autre transparence ? Alors, je ne sais pas, par rapport, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Parce que là, l'objectif, comme vient de le dire Didier, c'est de pouvoir enclencher. Aujourd'hui, on n'est pas capable de vous dire la durée. C'est-à-dire que si l'AG prend la décision de dire on met en vente le MAS, on ne peut pas vous dire si il sera vendu dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Donc ça, aujourd'hui, on n'est pas capable de le dire.
Mais à un moment donné, il faut prendre une position. Comme ça a été écrit, le conseil d'administration a voté la résolution donc de mise en vente du MAS avec affectation du produit de la vente à l'entraide. Et donc, ce qui veut dire que le produit de la vente sera fléché vers l'entraide. Et donc, quand on parle d'entraide, c'est vraiment de l'entraide aux camarades, non pas des prêts qui sont faits, donc, parce que le prêt il est remboursé après. C'est vraiment de l'entraide sous forme de dons qui seront effectués. Ceci, ça nous paraissait être la meilleure façon de respecter la volonté, alors on ne peut pas bien sûr se mettre à la place de quelqu'un qui est décédé, mais de respecter la volonté qui était de dire que l'objectif c'était qu'à un moment donné, que cet argent-là il serve à nos camarades, à de l'entraide pour aider nos camarades qui sont en difficulté. Donc moi je propose donc par rapport à cela, au niveau de l'AG, est-ce que vous êtes, la question elle est simple, est-ce que vous êtes pour ou contre le fait qu'on mette en vente le MAS Berlia? Oui, je constate que les pertes cumulées sur 15 ans du MAS Berlia sont du même ordre de grandeur que la perte due à Rémétier Accélération en un an. Or, on continue à Rémétier Accélération et on vend le MAS Berlia. Moi, je ne comprends plus rien. Oui, bonjour. Je fréquente régulièrement le MAS Berlia. J'ai toujours été satisfait. Donc ma première conclusion est non à la liquidation. En ce qui concerne l'entraide, il suffit de demander à tous les retraités à Rémétier de cotiser pour cette entraide. On a l'habitude de cotiser maintenant. On a déjà largué 2%. On peut même larguer un peu plus de nos salaires. On est prêt à ça. Par exemple, on peut également éviter de ne plus payer cette cotisation. Mais je suis d'accord en tant que retraité pour continuer à payer. Et je le fais actuellement sous forme de dons. Pour revenir à Berlia, on est 30 000. Je ne dis pas qu'on a besoin de 30 000 idées pour sauver Berlia. Mais parmi les 30 000, il y en a peut-être une centaine, il y en a peut-être un millier. Moi, des piscines, j'en ai construit 15. Donc, j'ai jamais été sollicité, c'est peut-être de ma faute, mais on peut participer. Deuxièmement, il y a une action qui n'a pas été entreprise, j'ai jamais vu de pub pour aller à Berlia. Bon. Non, mais, je pense que par rapport à ça, je vais quand même répondre par rapport à ce que... Non, mais... Je mets le troisième point. Maintenant, je sais qu'il y a fut un temps, on n'acceptait à Berlia que les arts et métiers. Après, on a accepté les gens des TP. Il faut ouvrir ça à tout le monde. C'est pas... Dans la mesure où il n'y a que 28%, on ouvre à tout le monde. Alors, excusez-moi, j'ai peut-être pas lu suffisamment la revue arts et métiers. Non, mais par rapport à ça, moi, je veux bien entendre tout ce que tu dis. Mais là, dans la Yaka Faucon, c'est pas mal. Mais je pense quand même que Claude Nivoche, qui on peut rendre hommage, qui s'occupe du MAS Berlia depuis quand même de nombreuses années, a quand même fait, à mon sens, donc, a fait beaucoup de choses pour faire en sorte que le MAS Berlia puisse, je dirais, être plus fréquenté. Et donc, je pense que là, bon, donc, il veut s'exprimer par rapport à ça. Je sais que ça lui fait plutôt mal au cœur, mais je pense que pour moi, c'est une nécessité de vendre le MAS Berlia, parce que je pense, premièrement, c'est quelque chose qui aujourd'hui est une charge pour la société. Alors je veux bien effectivement la remarque concernant le cumul au bout de 10 ans, mais si on prenait sur 20 ans, je pense que ce serait un peu plus. Donc on n'a jamais su équilibrer de façon durable le MAS Berlia. Donc moi je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose qu'il faut mettre en vente. Mais je vais laisser s'exprimer Claude Nivoche. Toutes les grandes écoles ont vendu leur type de MAS Berlia
parce que c'est ingérable. Or, celui qui veut le conserver, il n'a qu'à payer les pertes. Merci Henri. Je pense que les conditions entre l'hôtel et Masberlia sont quand même assez différentes. Bon, Henri. Bon, le Masberlia, de toute façon, il n'y a que 19 logements et encore pendant... Il faut savoir qu'il a été géré sur place par un couple donc, de 2 salariés qui nous coûtait jusqu'à l'année dernière 75 à 80 000 euros par an. Donc salaire plus charge. On a cette année en catastrophe puisque Madame d'Intriche a pris sa retraite l'année dernière. Son mari était déjà en retraite mais il était auto-entrepreneur donc on continuait de le payer. On a trouvé quelqu'un qui accepte de gérer le mât sur place, mais qui habite dans Bormes, qui y va quelques heures par jour. Et je pense que dans les conditions, même avec 25 à 28% d'occupation, on va arriver à équilibrer à peu près le budget 2018. Bon, mais ça, à condition de ne faire aucun travaux dans le mât. Or, il y a des problèmes de tuyauterie, des problèmes électriques, des problèmes d'humidité, des problèmes de climatisation, des problèmes de coursive qui ne plaisent plus, évidemment, aux gens parce que chacun veut sa petite terrasse privée. Enfin, il y a des tas de problèmes. On ne peut pas continuer comme ça. Ça, c'est clair. Alors maintenant, de le vendre, je ne suis pas favorable, mais enfin, je pense qu'il faut aussi le gérer, et le gérer à partir de Iéna, ou à partir de Toulon, où est un camarade, Jacques Le Drogo, qui s'en occupe lui aussi depuis 10 ou 15 ans, c'est pas viable. Il faut trouver d'autres solutions, avoir éventuellement quelqu'un. J'ai cherché parmi les camarades qui habitent à Bormes ou à Lavandou, personne ne veut s'en occuper, parce que c'est une contrainte, effectivement. Il faut y être pratiquement toutes les semaines. Il faut jeter. On faisait confiance aux salariés qu'on avait et on a découvert beaucoup de choses qui n'étaient pas tout à fait conformes. Hein. Bon. Donc, de plus, en 2000, on disait qu'il y avait 60% d'occupation. C'est vrai, les gens acceptaient de venir en hiver. La semaine dernière, il y a eu de la flotte toute la semaine au Masberlia. Des gens sont partis avant la fin de la semaine. Maintenant, on n'admet plus d'aller en vacances sans soleil. Donc les gens viennent à partir, ça y est, ça commence maintenant, les vacances de Pâques, et on va avoir pratiquement, il faudrait pouvoir ouvrir le mât que 5 mois par an, ça suffirait pour faire le chiffre. Le problème, il faut le gérer 12 mois par an. Alors comment on fait, hein? Donc peut-être qu'un groupe pourrait organiser quelque chose. L'autre, gros inconvénient, on a eu souvent des demandes de promo pour venir en promo au Masberlia. Comment on fait? Il n'y a pas de salle. Il n'y a que 18 logements, 19, disons avec le bureau, 19 logements. Les promos, c'est facilement 40, 50 personnes. Donc on ne peut pas mettre 2 couples dans le même studio. Hein. Bon. Donc il faut faire une grande salle. Les 5 millions actuellement, les 5 millions, c'est pour faire une grande salle. On a fait des études, on peut aller jusqu'à 40 logements. Non. 40 logements, 40 parkings. Mais avec une grande salle en sous-sol, de façon à pouvoir... Là, on ne va peut-être pas refaire le projet, sinon on va perdre quand même, on va beaucoup quand même perdre au niveau de la G. Les conditions. Voilà. On va quand même beaucoup moins... Une question? Question et suggestion. On comprend bien que la SOS ne peut plus gérer ce bien. Par contre, on comprend que ça fend le cœur à la communauté de le céder à l'extérieur. Si il semblerait. Pourquoi, plutôt que d'envisager directement la vente à l'extérieur, qu'il faut peut-être déjà travailler, ne pas créer, indépendamment de la sauce, un regroupement de gazards qui tiennent et qui sont prêts à investir? Pourquoi pas les aider
à créer une association, une société, que sais-je, qui puisse récupérer. Je pense que dans votre présentation, vous mettez d'abord la vente et en disant peut-être les gazards. Mais je pense que peut-être faudrait travailler un peu pour voir s'il y a possibilité de porter cette reprise. Alors, si on s'aperçoit qu'on n'y arrive pas, on laissera tomber. Non, mais alors moi, là-dessus, dans tous les cas de figure, qu'on fasse qu'il y ait une société qui soit créée, avec des gazards ou pas, société civile immobilière ou pas, dans tous les cas, il faudra que la SOS vende à cette société civile. Donc, je dirais, la première chose qui est à faire, c'est de dire, est-ce qu'on vend ou est-ce qu'on ne vend pas? Donc ça, c'est la question aujourd'hui. Ensuite, créer une société civile immobilière, créer une structure, moi, je suis prêt, je veux bien. Maintenant, je dirais que personnellement, je considère que j'ai d'autres tâches qui me paraissent plus importantes que celle-là à faire. S'il y a des camarades qui veulent le faire, qu'ils le fassent, ce sera avec plaisir qu'on verra une société civile se créer. Par contre, il faudra quand même que la SOS vende à ces sociétés. Et donc, il nous faudra bien initier ce qu'on est en train de dire. Il faudra bien l'initier. Il faudra bien aller voir la justice pour dire que le Masberlia est vendu. Que ce soit des gazards ou pas, il faudra toujours le faire. Donc, moi, je propose, c'est que là, sur ce sujet, je pense qu'on ne va pas prolonger davantage le débat. Je souhaite, donc, je répète, la question c'est qui est pour la vente ou qui est contre la vente. Donc, qui est contre la vente? C'est un doigt quand on est tout seul, on rappelle. Un point, non. Un doigt, non. Ça. 17. Qui s'abstient? S'il vous plaît, vous mettez un doigt quand c'est une seule personne, s'il vous plaît. 1, 2. Donc, le Masberlia sera mis en vente et la première action, donc, ce sera d'aller vers la justice.